Salutations à Popola, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo review de projet qui est incroyable pour moi en ce moment. Évidemment je parle de The Last of Us. Donc on va parler de cet épisode 3. J'ai vu l'épisode 4 et j'ai fait une petite vidéo aussi. Mais là on se concentre sur l'épisode 3, je sais je suis un peu en retard. D'ailleurs il y aura des spoilers les amis. Je pense que vu le temps et l'heure à laquelle je sors la vidéo, je pense que vous avez déjà vu cet épisode 3, même l'épisode 4. Donc je pense que il n'y a pas de spoil pour vous et pour personne d'autre. Mais bon, on sait jamais, je dis quand même que je vais spoiler. Un épisode qui, franchement, moi, me passionne. Et l'atmosphère, l'ambiance que ça dégage, c'est beau, c'est grandiose. Ce que HBO arrive à faire avec cette licence de c'est vraiment incroyable. Et cet épisode 3 particulièrement, on pourrait se dire... Spoiler, hein. Avec la perte de Pedro Pascal du coup dans l'épisode 2, est-ce que la série va réussir à continuer sur cette lancée et puis réussir à être portée par Bella Ramsey et Isabella Merced surtout, parce que du coup c'est les deux nouveaux duos en vrai clairement qu'on va suivre. Et honnêtement oui, parce que moi de ce que je vois de la prestation des actrices, des acteurs, hein, la globalité c'est vraiment très très bon. L'ambiance est là, l'atmosphère est là, le décor est là, et les émotions sont là. Et franchement, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, cette petite série est incroyable. Je persiste et je signe, elle est incroyable. Pour moi, je prends du plaisir à la regarder, je ne m'ennuie pas, je ne me fais pas chier, et c'est super intéressant. Très très intéressant. Cet épisode qui commence assez fort en plus, où voilà, après cet incroyable épisode 2 avec la destruction du mur, la destruction de Jacksonville avec l'arrivée des infectés, c'est cette grosse guerre entre les Jackson et les infectés, et de l'autre côté la mort de Joel par Abby et son équipe. C'était très fort. Et évidemment là on est sur quelque chose de beaucoup plus bas, beaucoup plus tranquille, on va dire, moins intense en termes d'action, etc. Et c'est plus posé, ça prend son temps, et c'est beau parce que c'est un épisode qui clairement rend hommage à Joel, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis d'ailleurs même les scénaristes ils ont dit avec les créateurs du jeu que justement dans le jeu il n'y avait pas cette partie qui était trop abordée, la partie où voilà quand Joel meurt, il y a le deuil et tout, parce que quand tu es joueur, bah, tu as direct les missions qui arrivent à la suite, donc tu n'as pas ce moment où tu te poses, tu as vraiment le deuil et tout. Et là ils ont vraiment pris le temps dans la série, et ça je trouve que c'est quand même incroyable. On a ce personnage de Tommy du coup dans la première scène qui va revoir son frère, le cadavre, et avec toute cette ambiance jaune, même là aussi Ellie, on sent encore la chaleur la chaleur de l'être aimé du coup qui est Joel, mais aussi la chaleur de la destruction, la chaleur du feu, et le feu qui brûle les corps, qui tue, enfin voilà, donc il y a ce code couleur aussi qui est là dès le début de la série, et du coup ça amène ce côté nostalgique par rapport au personnage de Joel, où on voit Tommy qui essuie, voilà, avec toute la prestation de l'acteur, du coup avec ses émotions, qui essuie le personnage de Joel, du coup son cadavre. Donc voilà, toutes ces petites choses qui amènent ce côté c'est la fin, et que voilà, c'est le deuil, il faut faire son deuil, et ça j'ai bien aimé. J'ai énormément bien aimé. On suit le personnage d'Ellie qui, elle, justement, quand elle fait son cauchemar, quand elle se lève de sursaut, elle revoit la mort de Joel, donc il y a encore ces traumatismes qui sont là. On est encore au début de l'épisode, ça c'est normal, et après au fur et à mesure, bon, elle chemine, où justement elle va avoir un moment avec la psychologue où, voilà, on comprend, c'est du Ellie, on comprend qu'elle montre pas vraiment ses émotions, mais en les montrant quand même, mais en essayant justement de dire des choses sans vraiment les dire, pour se sortir de la situation, et d'être tranquille, en fait d'être tranquille, même si au fond on sait qu'elle est pas bien du tout, et on le voit quand elle arrive dans la maison. D'ailleurs c'est très très beau visuellement, avec la lumière qui baigne dans les rayons lumineux qui baignent dans la maison, et ce silence total qui montre que voilà, Joel n'est plus là, il est là toute seule, et elle-même elle revoit la maison. Elle a tous ces moments de regret un peu, clairement, où même elle le dit, elle a dit aussi à la psy qu'elle regrettait de ne pas avoir parlé, voilà, d'être distante, et évidemment c'est normal, on peut se dire,
c'est classique, mais même en vrai, c'est pas une fois que les gens meurent que il faut être là, quoi. Et c'est sûr que regrette, c'est normal, c'est tout à fait humain et normal. Et je trouve que c'était quand même bien mis en avant, ça. On voit les plans où elle traverse différentes pièces de la maison, différentes pièces qui lui fait penser à Joël, la chambre et tout. Et ses affaires, ses habits. Là, il y a une petite boîte sur l'île de Joël où on retrouve sa montre et son magnum. Et on sait que ce magnum, ce n'est pas pour rien qu'on est arrivé à ce moment. Eh ben, on sait que c'est quand même le magnum, à mon avis, qu'elle va utiliser pour tuer Abby. Donc voilà, forcément la vengeance qui est en plein cœur de l'intrigue quand même, parce que clairement c'est ça. Je pense que la finalité, c'est Ellie qui va arriver jusqu'à Abby pour pouvoir la tuer. C'est clairement ça la finalité je pense, de cette saison. Je sais pas si ce sera à la fin de la saison ou dans la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est clairement ça. Et on sait que le magnum de Joël, c'est pas pour rien. Et même dans les jeux, on sait que elle garde ce magnum pour tuer Abby. Donc très fort symboliquement. Le parallèle avec le jeu est très très fort. Il y a de nombreux parallèles avec le jeu, notamment. On peut même faire une vidéo dessus. Enfin bref, c'était très bien mis en scène. Et puis on voit encore la tristesse de Ellie, hein, qui, quand elle arrive dans l'endroit où Joël a ses vêtements, dans son petit dressing, il y a la lumière qui baigne le dressing en mode lumière divine, qui met en avant ses dernières chemises qu'il portait, ses dernières vestes. Et là, Ellie qui commence à pleurer. Donc il y a vraiment toute l'émotion au tout début de la série, de l'épisode 3 qui est très forte et qui amène ce côté nostalgique et ce côté deuil, et qui pose les bases pour ensuite la suite, pour ce que Ellie elle-même va devenir, c'est-à-dire Joël, clairement, parce qu'au fur et à mesure du temps et de l'épisode, on voit clairement qu'elle prend le lead. Elle a ce côté plus impactant comme Joël, ce côté peur de rien, elle y va, trash, c'est Ellie. Et puis même on peut le voir notamment quand ils partent avec Dina, elle est plus derrière, elle est devant. Donc il y a quand même un petit parallèle avec Joël où avant elle était derrière, Joël qui était devant, qui menait, elle maintenant elle mène, et c'est Dina qui est derrière. C'est pas exactement pareil, mais il y a quand même ce petit parallèle pour faire penser à l'héritage. Et d'ailleurs le petit générique qui est tout aussi intéressant, où petite subtilité, on voit plus des deux silhouettes avec le champignon, on voit qu'une silhouette du coup Ellie qui est maintenant tout seul. Elle n'est plus vraiment tout seul, qui est Isabella Merced du coup qui joue Dina, mais par rapport à Joël où il formait ce duo dans la saison 1, elle se retrouve seule face à ses responsabilités, face à ses choix, face à sa tristesse aussi, parce qu'à mon avis elle est encore très triste, et face à sa colère, tout ça, et toutes ces émotions qui remontent qu'elle a encore en elle, et on sait qu'au bout d'un moment elle va l'extérioriser, etc. Donc l'épisode 3 très 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 alléchant et vraiment très cool, moi je trouve qu'il était bien rythmé dans les moments bas en termes de rythme, où on n'avait pas trop d'action. On arrivait à ce point, parti du point A pour arriver au point B, qui était du coup Seattle. Et d'ailleurs on le voit ici, la cité de Seattle. Le cheminement des personnages est assez bien mis en avant, je trouve. Ils discutent, donc il y a vraiment ce côté où il y a la discussion qui permet de connaître davantage le personnage de Dina et le personnage d'Ellie, et on en apprend un peu plus sur leur relation, donc ça permet vraiment de lier les deux pour ensuite quand même avoir quelque chose qui va lier les deux. Ça, on le sait, il y a quelque chose qui va les lier, et voilà, donc ça c'était quand même pas mal. Ça pouvait un petit peu aller quand même un peu plus vite dans le côté où ils vont vers Seattle. Donc à un moment ils s'arrêtent à un endroit, ensuite ils repartent, ensuite ils s'arrêtent vite fait, ils repartent. Ça aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite, mais dans l'ensemble c'était quand même bien fait. Mais juste avant qu'ils partent, juste là, il y a quand même cette scène que j'ai vraiment adorée en termes de photographie, de direction artistique. C'est quand ils arrivent sur les tombes avec cette colorimétrie chaude qui rappelle encore la chaleur, le côté chaleureux du personnage du coup de Joël, et qui apporte aussi ce côté épuré et beau, tout simplement, avec aussi le soleil. Là, comme on le voit, le soleil qui éclaire un peu plus avec ses colorimétries un peu rose. C'était très très bien réalisé, avec ces plans où on montre vraiment Ellie avec la musique toute douce de la guitare qui apporte vraiment, la musique, elle a joué un rôle quand même assez central quand même, de toute façon dans toute la série, hein, dans cet épisode, qui apporte cette petite touche d'émotion, où Ellie qui va vers la tombe, avec ce plan large où elle part du cheval, elle traverse la tombe, elle va vers la tombe de Joël, elle lui met les grains de café sur sa tombe.
mais on sait que le personnage est friand de café, donc c'est pour ça qu'il y a ces petits traits faux grains de café. Et l'expression du visage de Madame Bella Ramsey, c'est très fort, très très fort, qui montre toutes ses émotions. Et franchement, ça joue, non, ça joue sur le spectateur. Ça joue clairement. Moi, bon, je vais pleurer, mais ça m'a donné des petits temps quand même. Parce que on s'est dit qu'il y a quand même un Joe qui s'est cassé. Et le père et la fille qui est restée, le père entre guillemets qui est parti. Mais il y a quand même cette idée que ça revient avec Dina quand même. Qui, elle, au fur et à mesure, elle arrive dans cette intrigue. Et en fait, c'est, on va dire, le yin et le yang avec Ellie, où clairement les deux se complètent. Où Ellie, c'est le côté le plus sanguin, direct, elle part à l'abordage, elle n'a pas de plan, elle s'en bat les couilles, elle va juste faire ce qu'elle a à faire. Alors que Dina, c'est le côté plus réfléchi. On va faire comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es sûr qu'on peut faire ça comme ça? Donc je trouve que les deux se complètent. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'ils vont arriver à leur objectif. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un bon choix. Après, c'est par rapport au jeu aussi. Mais je trouve que le fait de les suivre comme ça, c'était un bon choix parce qu'on apprend un peu plus sur les personnages. Et je les trouve attachants. On a envie de suivre leur histoire. On a envie de suivre ce qu'ils ont envie de nous donner. Et pour le coup, c'était très, 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 très intéressant. Vraiment, cette photographie de la scène avec la tombe de Joël, ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais du coup, cette série, elle met quand même pas mal de choses en avant, notamment le côté prendre soin de soi quand même par rapport à Dina et Ellie, ne pas aller à l'abordage, réfléchir. Donc il y a quand même pas mal de thématiques comme ça qui reviennent et c'est quand même assez intelligent dans une série comme ça, une série post-apocalyptique. C'est quand même assez intelligent. J'avais pas parlé de ça, mais il y avait ces petites discussions entre Ellie et justement qui partent à Seattle et Dina qui clairement mettait les choses, qui apportait les choses un peu plus claires par rapport à comment ça se fait que Ellie tout de suite n'est pas partie chercher Abby et c'est parce qu'on connaît que c'est un personnage très sanguin, elle serait partie direct. Et de toute façon, on l'a vu dans l'épisode, hein. Elle a commencé à faire ses affaires une fois que le conseil a dit non pour aller à Seattle. Elle a commencé à faire ses affaires. On l'a vu direct que elle pensait pas après, elle c'était maintenant. C'est parce que mademoiselle Dina, comme elle dit dans cet épisode, elle a préféré garder certaines choses pour elle pour ne pas le dire à Ellie, pour ne pas qu'Ellie parte à l'abordage tout seul pour ce qui risquait de la faire tuer. Et ça, je trouve que c'était ce dialogue, en fait tous les dialogues entre Dina et Ellie, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus dans l'intrigue des deux personnages. Et je trouve que ça c'est quand même assez bien travaillé, ça permet de lier constamment les deux, parce que les deux ils sont tout le temps liés. Et puis c'est intéressant à suivre, franchement c'est quand même intéressant à suivre. Donc moi je trouvais ça cool. Et puis il y a aussi ce moment où on voit que les deux sont quand même impactés par la perte de Joël, et les deux en fait ont le même objectif. Ils ont aussi à peu près pas la même histoire, mais ils ont les mêmes objectifs, les deux se complètent, il y a quelque chose entre les deux qui fait que c'est normal qu'ils soient ensemble en fait. Ensemble dans le sens où c'est un meilleur pote, ils fassent tout l'un pour l'autre entre guillemets, même si bon, ça se voit quand c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs on va parler de ça dans l'épisode 4, mais voilà quoi, je trouve que c'était quand même bien amené. Donc voilà, non, un épisode très très cool. Oui, le conseil, parce que le conseil c'est eux qui approuvent les décisions du coup des choses de Jacksonville, et le conseil a dit non clairement pour envoyer 16 des meilleurs guerriers de Jacksonville à Seattle pour pouvoir traquer les tueurs de Joel, etc. Et ça, j'ai envie de dire, c'était une normalité, forcément, pour faire avancer l'intrigue de Ellie, pour nous montrer qui elle est encore d'habitude, qui elle est en fait, c'est-à-dire faire ce qu'elle fait à contresens de ce qu'elle devrait faire. C'était logique que le conseil dise non par les votes, et que elle par derrière fasse son sac et parte avec Dina. Ça c'était sûr, et on savait même qu'elle partirait avec Dina parce que les deux sont liés, sont ensemble. Moi je pense qu'à un moment il va se passer un truc avec Dina. Je pense qu'on va l'enlever, un truc comme ça, et Ellie va devoir la sauver, un truc comme ça, ce qui va permettre de mettre une petite cassure dans l'intrigue avant d'arriver jusqu'au moment où elle va trouver d'abord Nora, ensuite Abby. Mais Nora, c'est la meuf au crâne rasé qu'on a vu dans l'épisode 2, qui je pense va permettre
permettre à Ellie d'atteindre Abby, je pense. Et du coup, voilà. Donc, à voir comment cela se s'entrechoque, comment cela se met en place. Mais ça peut être très, 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 très intéressant quand même. Donc, ils arrivent forcément à Seattle, etc. Et évidemment, bon, qui dit arriver à Seattle, découvrir qui dit arrive à Seattle, pardon, qui dit découvrir une nouvelle personne, un nouvel endroit, et redécouvrir même Seattle. Et effectivement, c'est là qu'on va découvrir des nouveaux personnages, de nouvelles têtes. Du coup, les Séraphites ou les Scars, je sais plus. Je crois que c'est les Scars ou les Séraphites, qui sont un groupe de fanatiques, clairement, qui obéissent à une déesse et tout. En gros, ce sont des survivants comme tous les autres. Et on sait qu'il y a le groupe des Wolves, on voit juste là, d'ailleurs, on voit à la fin de l'épisode, qui sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ellie et Dina qui se disaient que non, ils étaient pas si nombreux que ça, et d'ailleurs ils allaient faire en sorte qu'ils seraient moins que ça. Eh ben, ils sont vraiment pas mal nombreux quand même. Et de toute façon, dans l'épisode 4, on verra certaines choses, mais ils sont pas mal nombreux et ça peut poser beaucoup de difficultés quand même. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère quand même. Mais voilà, donc il y a quand même toujours ces moments. Je trouve que c'est lent, c'est cool, mais l'épisode aurait pu être un peu plus court parce qu'en fait, dans pas mal de moments d'épisode quand même, il y a ce moment où il marche avec le cheval pour arriver à Seattle, et il y a toujours ces moments de dialogue entre Ellie et Dina, ces moments de non-dit, ou quand ils sont dans l'attente par exemple, Ellie ne sait pas quoi faire. Est-ce que Dina est vraiment intéressée par elle, et Dina pose des questions par rapport à Ellie, et elle, en même temps, peut-être elle se dit non, mais peut-être qu'elle laisse quand même une porte ouverte à Ellie. En fait, on sait pas, il y a toujours ce truc d'ambiguïté, et même si on sait quand même la finalité au final, et je trouve que vraiment, allons plus loin quand même, aller un peu plus loin plutôt que juste faire des non-dits comme ça, sachant qu'on sait déjà la finalité en fait. Donc faites les choses clairement et montrer plus que ça. Montrer plus que ça, je sais pas, que ça soit clair, en fait clair. Et parce que en fait, je pense que la scène dans l'attente, ça sert pas à grand chose. Juste à avoir un petit truc entre les deux, un petit truc pour faire poser davantage le rythme avant d'arriver à la finalité à Seattle. Et je pense que c'était peut-être pour étendre un peu davantage l'épisode. Mais j'avoue, cette petite scène dans l'attente ne servait pas forcément à grand chose. Peut-être qu'il y a aussi un élément perturbateur, genre un petit claqueur ou des séraphites dans le coin. Ça aurait pu apporter quelque chose. Mais là, j'avoue, ça apportait pas grand chose. C'était juste là pour être là. Sachant qu'on sait déjà ce qui se passe à peu près entre les deux. Ça n'a pas ajouté quelque chose de plus à l'intrigue, j'avoue. Mais sinon, dans l'ensemble, un épisode très cool, assez calme. Mais comme je le redis, c'est un épisode sur le deuil de Joel qui prend son temps et qui nous présente enfin la ville de Seattle, de nouveaux persos comme les Séraphites, les Scars. Et du coup, la rivalité qu'il y a entre ces deux groupes, entre ces trois groupes, les Séraphites, les Scars, les Wolves, je crois qu'il y en a d'autres même. Et de toute façon, on va le voir davantage dans l'épisode 4. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être bien bouleversés, Dina et Ellie, par rapport à ce qu'ils vous ont vu sur la route. Parce que visiblement, à cause de cette guéguerre, les Séraphites se sont fait démonter. Même des enfants, des hommes, des enfants, des femmes se sont démontés par visiblement les Wolves. Et dans leur petite tête là, Dina et Ellie doivent se dire: oh putain, s'ils font ça, les meufs les potes d'Abby et tout, ok, il faut vraiment les tuer. Ils font ça même à des gosses. Déjà, quand à la base on voulait les tuer parce qu'ils ont fait à Joël, mais s'ils font ça juste sur des gosses comme ça, gratos, on va les tuer encore plus fort. Voilà, en mode on va laisser aucun survivant quoi. Et donc voilà, la finalité, ils arrivent à Seattle où ils voient la ville qui a l'air très calme, mais elle n'est pas si calme que ça quand même. Très beau, très joli. Un plan de la ville de Seattle d'ensemble avec où on voit le cheval et Dina de dos. Je trouve que la VFX était un peu moyen à ce moment-là. Je trouve que ça faisait un peu trop fake, même si c'était quand même bien fait. Mais à des moments, je sais pas, ça semble un peu fake, notamment dans le tracking. Mais sinon, c'était quand même beau, c'était quand même propre.
la caméra qui bouge et tout, qui donne ce côté un peu plus réaliste. Non, vraiment pas mal. Un monde post-apocalyptique qui fait penser à Walking Dead, mais en mieux. En mieux. Et puis c'est une licence en même temps de jeux vidéo, donc on a de nouveaux protagonistes qui donnent des choses assez nouvelles. Et franchement, ça fait plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir de suivre cette histoire. Et voilà, on prend son pied. Donc les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous prenez votre pied sur cet épisode. Si vous avez pris votre pied sur cet épisode 3. Mais moi, en tout cas, oui. En tout cas, oui. Donc voilà, ça termine sur... d'abord sur le personnage de... comment il s'appelle, Manny, du coup, l'espagnol, là, qui fait partie du groupe d'Abby. Qui en tant que... pas qu'éclaireur, mais en tant que... observateur. Dans un immense immeuble et qui suit tous les mouvements qui se passent dans la ville. Donc ils ont l'air d'être très organisés, donc à voir comment Ellie et Dina vont sortir de tout ça, pouvoir arriver à leur objectif, mais à mon avis ça va prendre pas mal de temps. Et enfin ça fait quand même plaisir de revoir un peu de végétation, un peu d'endroits post-apocalyptiques avec des voitures abandonnées et tout, parce que c'était bien, on était dans la neige et tout, on était dans les montagnes, mais quand même avant tout ça a commencé là, ça a commencé dans les villes et ça fait quand même plaisir. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et à me dire si vous avez continué à regarder la série. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, à vous abonner et aussi à lâcher la petite cloche pour ne pas oublier les prochains contenus. Et d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Allez, let's go. Ciao. Alors on se retrouve pour l'épisode 4 demain peut-être. Ciao.